Sur le parking désert du Palm Beach Resort, les phares de ma vieille berline éclairaient le mur de marbre. Je suis Valérie, une femme de 38 ans qui a passé sa vie à financer les rêves des autres. Mais ce soir, ces rêves allaient s'achever. Assise tranquillement dans ma voiture au gala, je serrais mon téléphone contre moi en relisant le message cruel de ma sœur. Le SMS qui s'affichait sur l'écran était empreint de malice et de condescendance. Il disait « N'entre pas, la sécurité t'arrêtera. Cet endroit est réservé aux riches, alors ne gâche pas ma fête. » J'ai failli éclater de rire devant l'audace de sa remarque, car ma sœur semblait avoir oublié qui payait réellement la note. Au lieu de verser des larmes ou de ressentir la douleur familière du rejet, j'ai contemplé le bâtiment illuminé et un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres. Elle n'avait absolument aucune idée que chaque aspect de sa soirée fastueuse était payé par ma propre carte de crédit. Je n'ai même pas pris la peine de répondre ni de contester sa mégalomanie. J'ai simplement déverrouillé mon téléphone pour accéder à mon application bancaire, avec la ferme intention de mettre un terme définitif à cette mascarade. Mon doigt hésitait au-dessus de l'option de gel de tous mes avoirs tandis que je regardais les invités, parés de leur robe de soirée, franchir l'entrée qui m'était interdite. Elle rêvait d'une vie réservée aux riches. Alors, j'ai décidé de lui montrer ce qui arrive quand la banque ferme définitivement ses portes. Mais avant d'appuyer sur le bouton qui anéantira son monde illusoire, j'aimerais vous adresser une invitation spéciale. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur « J'aime », car cela me permet de savoir que vous appréciez ces histoires de justice. Dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez. Continuance. Cette histoire n'a pas vraiment commencé avec ce SMS cruel, mais il y a 15 ans, lorsque le ciel nous est tombé sur la tête. Le tragique accident de voiture qui nous a arraché mes parents m'a contrainte à abandonner mes rêves d'études à 23 ans pour cumuler 2 emplois épuisants et subvenir aux besoins de ma jeune sœur, Sabrina. Je voulais la protéger de la dure réalité de notre perte soudaine, car elle n'avait que 17 ans et était totalement démunie face à la cruauté du monde. Malheureusement, mon désir obsessionnel de la préserver de la douleur l'a amenée à grandir en se croyant le centre du monde et en exigeant d'être servie. J'ai passé ma vingtaine à m'épuiser avec des doubles journées de travail et des cours du soir, tandis que Sabrina terminait ses études avec les vêtements à la mode et une insouciance que j'avais payée de ma sueur. 15 années d'efforts acharnés et de changements de carrière stratégique m'ont finalement transformé d'une mère en difficulté en une gestionnaire financière prospère avec un portefeuille d'investissement conséquent. J'ai décidé d'utiliser une part importante de mes économies accumulées pour acheter une villa de luxe à Palm Beach, conçue comme un investissement immobilier à long terme pour ma retraite. La propriété était une magnifique maison de style méditerranéen en bord de mer, qui représentait tout ce que j'avais travaillé si dur pour accomplir après être sorti de la pauvreté. J'ai naïvement cru que partager ce succès resserrait les liens de notre famille, mise à rude épreuve après tant d'années de difficultés. J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en laissant Sabrina et son mari Derek emménager gratuitement dans cette propriété de plusieurs millions de dollars. Je me disais que je les aidais à lancer leur nouvelle entreprise et à stabiliser leur situation après leur mariage extravagant, que j'avais en grande partie financé. Le jour où je leur ai remis les clés, la conversation que nous avons eue n'a été qu'une succession de leurs vaines promesses d'économiser pour s'acheter un logement d'ici 1 an ou 2. Je me souviens avoir regardé Derek et pensé qu'il semblait assez ambitieux pour se débrouiller seul s'il prenait un bon départ. Je voulais qu'ils aient la sécurité financière qui m'avait toujours manqué à mes débuts. Pour soutenir davantage leur soi-disant projet de marketing, j'ai bêtement créé une carte de crédit supplémentaire avec un plafond élevé, rattaché à mon compte principal. Nous nous sommes assis dans le salon de la nouvelle villa et je leur ai expliqué très clairement que ces fonds étaient strictement destinés aux dépenses opérationnelles de leur entreprise, comme les stocks ou les réunions avec les clients. Je tenais à ce qu'ils comprennent qu'il s'agissait d'un prêt de confiance et non d'un don en espèces, car je voulais qu'ils apprennent la responsabilité financière. Ils acquiescèrent avec enthousiasme à mes conditions, leur regard parcourant l'intérieur luxueux de la maison que je leur prêtais. J'aurais dû déceler l'avidité dissimulée derrière leur sourire, mais j'étais aveuglé par mon désir de voir ma sœur réussir. Sabrina et Derek oublièrent rapidement qu'ils n'étaient que des invités et commencèrent à considérer la maison comme leur héritage. Ils percevaient ma générosité financière non comme un don, mais comme une obligation que je devais remplir pour compenser notre statut d'orphelin. La transition de la gratitude au sentiment de droit acquis fut si progressive que je ne remarquai aucun signe avant-coureur et qu'il fut trop tard pour corriger leur comportement sans confrontation. Ils commencèrent à faire de petits changements dans la maison sans me consulter et finirent par ne plus me demander mon avis sur quoi que ce soit concernant l'entretien. Je me souviens leur avoir rendu visite quelques mois après leur emménagement et avoir constaté que Derek avait transformé le salon en salle de jeu au lieu d'un bureau. Il balaya mes inquiétudes d'un rire, affirmant que les esprits créatifs ont besoin d'un endroit pour se détendre afin d'être productifs. Sabrina avait déjà rempli son dressing de vêtements de créateur qui,
de toute évidence, ne provenaient pas des bénéfices d'une start-up. Lorsque je leur ai poliment demandé comment l'entreprise générait des revenus, ils se sont mis sur la défensive et m'ont accusé de douter de leur vision. Ils savaient exactement comment me faire culpabiliser de les interroger après toutes les épreuves que nous avions traversées. La situation a subtilement changé lorsqu'ils ont réalisé que j'étais trop prise par ma carrière exigeante en ville pour superviser leur quotidien à Palm Beach. Ils ont commencé à profiter de mon absence en jouant les riches propriétaires auprès de la communauté locale, tandis que je payais les impôts fonciers et les primes d'assurance depuis mon bureau à des centaines de kilomètres de là. Sans le savoir, je finançais un train de vie bien supérieur à leurs revenus réels, sans qu'ils ne contribuent en rien aux dépenses du ménage. La reconnaissance que j'attendais a fait place à une arrogance qui exigeait que je règle tous les problèmes financiers. Je continuais à payer mes factures de carte de crédit chaque mois sans en examiner les détails, car le montant me semblait raisonnable pour une entreprise qui tentait de se lancer. Je me disais qu'ils investissaient dans des événements de réseautage ou dans du matériel qui finirait par être rentable. Il était plus facile de croire aux mensonges que d'affronter la possibilité que ma sœur et Derek dilapidaient le fruit de mon travail. Je voulais croire que les valeurs que nos parents avaient tenté de nous inculquer avaient survécu au traumatisme de leur disparition. 3 ans après leur installation à Palm Beach, tout avait tellement changé que je ne reconnaissais plus la sœur que j'avais élevée depuis mon enfance. La jeune fille douce et vulnérable que j'avais jadis protégée avait complètement disparu, remplacée par une étrangère obsédée par le maintien d'une façade de richesse. Sabrina utilisait habilement les ressources financières que je lui avais fournies pour se construire une image élaborée et trompeuse sur ses réseaux sociaux, se faisant passer pour une investisseuse prospère ayant bâti sa fortune elle-même. Elle publiait sans cesse des photos de brunch au champagne et de virées shopping de luxe, accompagnées de conseils inspirants sur les vertus du travail acharné. Les voisins de ce quartier résidentiel huppé et sécurisé étaient persuadés que la magnifique villa méditerranéenne appartenait entièrement à Sabrina et Derek, grâce à leur sens des affaires. C'était un mensonge savamment orchestré qui nécessitait mon argent pour être maintenu, mais qui exigeait mon absence pour rester crédible aux yeux de leur nouveau cercle d'amis privilégiés. Mes visites à la propriété devinrent de plus en plus irrégulières et pénibles, Sabrina me traitant comme un secret honteux à dissimuler. Chaque fois que je descendais de la ville pour inspecter l'état de la maison, j'étais accueillie comme une intruse indésirable plutôt que comme la propriétaire légitime. Un après-midi particulièrement humiliant eut lieu. Sabrina organisait un goûter dans son jardin pour les membres du comité caritatif local. Elle m'arrêta au portail latéral avant même que je puisse accéder à la terrasse principale et me chuchota à la hâte de ne pas mentionner notre lien de parenté. Avec un sourire familier, elle se tourna ensuite vers ses invités et me présenta comme son intendante, venue corriger des erreurs administratives. Je restai figé, abasourdi, tandis que ces inconnus me tendaient leur verre vide, me prenant pour une employée. J'avalai ma fierté pour éviter un scandale. Mais ce manque de respect me brûlait la poitrine. L'audace de leur droit au logement atteignit son paroxysme lors d'une visite surprise un mardi après-midi. Je suis entré dans le salon et j'ai trouvé Derek affalé sur le canapé en cuir italien hors de prix que j'avais payé, pendant que je regardais du sport à la télé en plein milieu de ma journée de travail. Il n'a même pas daigné se lever pour me saluer, préférant regarder par la fenêtre ma fidèle berline garée dans l'allée avec un air de pur dégoût. Il s'est tourné vers moi avec un sourire arrogant et a dit « Valérie, ta voiture gâche tout le charme de la maison. Tu ne pourrais pas nous acheter une Porsche pour qu'on puisse se garer ici et que ça fasse plus luxueux ?» Sa demande était tellement absurde que j'ai d'abord cru à une mauvaise blague, avant de comprendre qu'il était tout à fait sérieux. Il critiquait le véhicule même qui avait servi à financer sa vie de rêve, sans rien faire pour lui. J'ai essayé d'orienter la conversation vers la pile de relevés bancaires que j'avais apportés, qui montraient des milliers de dollars dépensés en articles de luxe au lieu de frais professionnels. J'ai posé les papiers sur la table basse et j'ai exigé des explications sur l'utilisation de la carte de crédit professionnelle dans des boutiques de luxe. Sabrina m'arracha les papiers des mains et eut aussitôt recours à la manipulation émotionnelle qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Les yeux embués de larmes, elle me regarda et hurla. « Tu ne penses qu'à l'argent. Si maman et papa étaient encore là, ils voudraient que je sois heureuse au lieu de me voir constamment scrutée à la loupe pour chaque centime. » Cette allusion à nos parents disparus fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase et brisa toute envie de raisonner avec elle. Elle se servait de leur mémoire comme d'un bouclier pour dissimuler son avidité. Je compris alors que mes tentatives pour les guider étaient vaines, car elles n'avaient absolument aucune envie de changer leurs habitudes parasitaires. Au lieu de contester ou de défendre ma gestion financière prudente face à ces accusations, je me contentais d'acquiescer lentement et décidai de changer radicalement de stratégie. Je commençai discrètement à collectionner tous les reçus et à télécharger chaque transaction numérique afin de constituer un dossier complet de leurs abus financiers. Je la regardai, le visage satisfait, et pensai « Très bien,
si tu veux jouer les riches, je te laisse faire jusqu'à ce que la vérité éclate. Un mois avant l'événement, Sabrina m'a appelé d'une voix si étrangement mielleuse que j'ai tout de suite compris qu'elle voulait quelque chose de coûteux. Elle a commencé la conversation en s'étendant longuement sur l'importance qu'elle avait de se faire un nom en tant que philanthrope reconnu à Palm Beach. Son plan était ambitieux et élaboré, organiser une grande fête d'anniversaire déguisée en gala de charité estivale pour attirer l'élite fortunée. Elle expliquait que cet événement lui permettrait d'intégrer les cercles les plus exclusifs, ce qui, soi-disant, aiderait leur entreprise en difficulté à attirer une clientèle prestigieuse. L'audace de sa demande a été flagrante lorsqu'elle m'a demandé, l'air de rien, d'augmenter le plafond de la carte de crédit supplémentaire à la somme astronomique de 50 000 $. Elle prétendait que ce montant exorbitant était nécessaire pour payer l'acompte d'un traiteur de renom qui avait importé des fleurs exotiques pour la décoration et engagé un chef étoilé pour la soirée. Sa voix tremblait d'un faux désespoir tandis qu'elle tentait de me convaincre qu'il s'agissait d'un investissement et non d'une dépense futile. Elle m'a dit « Il faut absolument que tu m'aides cette fois-ci, car c'est l'occasion que j'attendais pour entrer dans le monde des gens bien. Ce n'est que 50 000 $, et je te promets de te rembourser le double dès que l'événement attirera de nouveaux investisseurs. » J'écoutais son discours, partagé entre incrédulité et lucidité, sachant pertinemment qu'elle n'avait absolument aucun moyen de rembourser une telle somme. Mais au lieu de refuser catégoriquement comme je l'avais fait auparavant, j'ai vu là l'occasion de percer son secret. J'ai accepté d'augmenter sa limite de crédit, mais à une condition stricte qu'elle ne pouvait refuser sans perdre l'argent. Je lui ai dit fermement, « Je vais faire le chèque et approuver la limite de crédit, mais à une condition, je veux une invitation officielle et une place à la table VIP. Je veux voir de mes propres yeux à quoi sert mon argent. » Sabrina a hésité un instant à l'autre bout du fil, visiblement peu encline à ce que sa sœur, si ordinaire, se mêle à ses nouvelles amies du milieu. À contre-cœur, elle accepta, sa cupidité l'emportant sur sa honte, mais elle enchaîna aussitôt avec une longue liste de règles insultantes pour ma présence. Elle m'envoya un SMS détaillé précisant exactement ce que j'étais autorisé à porter, comment je devais marcher et, surtout, comment je devais me présenter. Elle m'interdisait formellement de me présenter comme sa sœur aux invités importants, car elle estimait que ma présence nuirait à son propre statut. Elle dit « D'accord, tu peux venir, mais s'il te plaît, ne porte pas ces vêtements de bureau miteux que tu portes toujours, et si quelqu'un te pose des questions, dis simplement que tu es une lointaine collaboratrice de Derek. Ne me fais pas honte. » Je ne suis pas allé acheter une nouvelle robe de créateur comme elle l'avait exigé, ni m'entraîner à porter des talons hauts pour me conformer à son monde superficiel. Au lieu de cela, j'ai passé les semaines précédant le gala à rencontrer mon avocat, Maître Sterling, pour rédiger les documents juridiques nécessaires à la soirée. Nous avons élaboré un plan détaillé visant non seulement à couper l'accès à ses ressources financières, mais aussi à récupérer légalement les biens qu'elle avait détournés pendant des années. J'ai examiné chaque clause de l'ordonnance d'expulsion et de l'ordonnance de gel des avoirs afin de m'assurer qu'elle ne pouvait exploiter aucune faille. L'appréhension a fait place à une détermination implacable lorsque j'ai compris que son œuvre caritative estivale, Gayla, marquerait en réalité la fin de sa vie facile. J'étais prêt à jouer le rôle qu'elle m'avait attribué jusqu'au moment où j'ai décidé de changer de stratégie. À 17h30 le jour de l'événement, j'ai remonté l'allée sinueuse menant au complexe hôtelier au volant de ma modeste berline, avec un dernier espoir que les liens familiaux aient encore une signification pour elle. Je suis arrivé en avance, sincèrement prêt à lui offrir mon aide en cas d'urgence de dernière minute, conscient du stress que représente l'organisation d'un événement d'une telle ampleur. Mais à peine sorti de ma voiture près de l'entrée de service, Sabrina m'a arrêté avant même que je puisse atteindre l'entrée principale. Elle a dédaigné ma tenue simple et m'a aussitôt fourré un lourd plateau de verre dans les mains, comme si j'étais une serveuse. Son accueil était froid et méprisant. Elle a désigné la cuisine du doigt, à l'écart des invités qui commençaient à se rassembler. Elle m'a sifflé dessus. « Que faites-vous si tôt? Ne restez pas là à bloquer le passage aux invités importants. Emportez ce plateau en cuisine immédiatement et, désormais, n'utilisez que la porte de derrière. » Je suis resté planté là, le plateau à la main, incapable de comprendre ce manque de respect flagrant, mais mon cœur s'est serré quand j'ai vu ma nièce courir vers moi. Cassie m'a aperçu de l'autre côté de la terrasse, son visage s'illuminant du seul sourire sincère que j'ai vu de toute la journée. Elle s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, mais Sabrina s'est jetée en avant pour nous séparer avant même que nous puissions nous toucher. Ma sœur s'est mise à gronder sa propre fille à voix basse, terrifiée à l'idée que la robe coûteuse de Cassie se froisse ou qu'on la voie en compagnie d'une personne qui avait l'air d'une employée. Cassie tenta de protester, les larmes aux yeux. « Tante Valérie, c'est toi qui l'as fait. Tu must tell me manque. » Sabrina la fit taire d'un regard glacial et la tira brutalement par le bras vers la scène. Elle siffla. « Cassie,
Éloigne-toi d'elle tout de suite. Ne te laisse pas influencer par ses doutes. Je t'avais bien dit de te mettre à côté de Derek sur les photos pour qu'on ait l'air d'une famille parfaite. Je jetai un coup d'œil à Derek, espérant une défense, mais il resta planté là, ajustant son smoking avec une arrogance déplacée. Non seulement il ne me défendit pas, mais il participa activement à l'humiliation pour impressionner la coordinatrice de l'événement, qui se tenait à proximité. Il voulait se donner l'image d'un hôte exigeant et fortuné, intransigeant sur l'incompétence de son personnel. Il me lança un regard méprisant et dit assez fort pour que tout le monde l'entende. « C'est juste une employée, ne vous en occupez pas. Sa robe prouve bien qu'elle n'est pas invitée. Assurez-vous qu'elle ne s'aventure pas dans l'espace VIP. » L'affront final survint 1 heure plus tard, lorsque des invités de marque arrivèrent plus tôt que prévu et que Sabrina commença à paniquer. Elle était terrifiée à l'idée qu'une de ses personnalités influentes me demande qui j'étais et qu'elle soit obligée d'avouer que j'étais sa sœur. J'étais sorti chercher mon sac à main dans la voiture quand je l'ai vue taper frénétiquement sur son téléphone en me regardant. C'est alors que j'ai reçu le SMS qui a anéanti les derniers vestiges de ma patience et déclenché mon plan. Elle avait choisi de m'exclure de la soirée que j'avais payée pour protéger son ego fragile, et cette décision allait lui coûter très cher. 3 heures plus tard, le moment du règlement arriva enfin. Assise calmement au volant de ma berline, je composai le numéro de M. Sterling d'une main ferme. Le téléphone sonna une seule fois avant qu'il ne réponde, car il attendait mon signal depuis le début de la soirée, comme prévu. J'ai parlé avec une froide précision qui m'a moi-même surpris, compte tenu de la gravité de ce que j'allais faire. Je lui ai ordonné, « Monsieur Sterling, faites-le immédiatement. Bloquez tout sur le champ. Je veux que sa carte de crédit soit réduite à un simple bout de plastique sans valeur avant qu'elle ne puisse l'utiliser à nouveau. » Dans la salle de bal scintillante, inconsciente du désastre financier que je venais de déclencher, Sabrina est montée sur scène avec assurance, vêtue de sa robe chatoyante, pour s'adresser aux 150 invités de marque. Elle tenait un micro dans une main et la carte de crédit noire dans l'autre, comme un trophée symbolisant son prétendu succès. Rayonnante, elle a déclaré avec grâce « Merci à tous d'être venus ce soir pour soutenir cette cause extraordinaire. Pour clore cette soirée officielle, je souhaite prendre en charge l'intégralité des frais de traiteur et de décoration, un petit cadeau de ma famille. » Les invités applaudirent poliment lorsqu'elle tendit la carte au responsable de l'événement, qui attendait en coulisses avec un terminal de paiement portable. Un silence s'installa dans la salle, chacun observant la transaction, dans l'attente de la confirmation d'un paiement réussi. Le silence fut cependant rompu par un bip strident et désagréable qui résonna dans le système de sonorisation de haute qualité. Le responsable fronça les sourcils et passa à nouveau la carte, mais le même bip de refus retentit, provoquant l'incompréhension de plusieurs invités. Le responsable se pencha vers Sabrina, mais sa voix résonna clairement dans la salle silencieuse. « Mademoiselle, votre carte a été refusée. Avez-vous un autre moyen de paiement ? » Le terminal affiche un code de confiscation. Le visage de Sabrina se décomposa tandis qu'elle retirait la carte et la fixait, incrédule, sous les murmures de plus en plus forts du public. La panique la submergea et elle composa frénétiquement mon numéro sur son portable, là, sur scène. Desesperée. Remédier rapidement à la situation, elle mit le haut-parleur pour pouvoir me hurler dessus tout en gardant les mains libres pour gesticuler. Sa voix hurlait dans le combiné, résonnant dans toute la salle de bal. « Valérie, qu'est-ce que tu as fait à ma carte ? Débloque-la immédiatement. Tu me tues, espèce de sorcière. » J'écoutais son cri avec la satisfaction de celle qui a enfin décidé de ne plus être une victime. Je répondis calmement et distinctement afin que chaque personne présente dans la salle puisse entendre la vérité qu'elle s'était tant efforcée de dissimuler. « Ce n'est pas ta carte, Sabrina. C'est la mienne, et je viens de te couper les vivres définitivement. Bonne chance pour payer la facture. » Les exclamations de stupeur de l'assistance se firent entendre, même à travers la ligne téléphonique, tandis que la vérité sur sa supercherie éclatait au grand jour. Je raccrochai et démarrai la voiture, la laissant affronter l'humiliation qu'elle avait si longtemps recherchée. 2 heures plus tard, les phares du luxueux 4x4 de Sabrina fendaient l'obscurité de l'allée sinueuse du manoir à une vitesse folle. Elle freina si brusquement que les pneus crissèrent sur le trottoir, comme le grognement d'un animal blessé. Assise au salon avec une tasse de tisane, je regardais M. Sterling disposer soigneusement la pile de documents juridiques sur la table basse. 2 imposants gardes du corps se tenaient silencieusement près des porte-fenêtres, les bras croisés, prêts à intervenir en cas d'affrontement. L'atmosphère était lourde d'appréhension tandis que nous entendions les portières de la voiture claquer dehors, suivies du bruit de pas furieux se dirigeant vers l'entrée. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas et Sabrina et Derek firent irruption dans la maison, l'air débraillé et dégageant une colère pure et intense. Leurs vêtements gaylas, pourtant chers,
était froissé par le trajet chaotique et le mascara de Sabrina avait coulé sur ses joues à force de pleurer dans la voiture. Ils s'arrêtèrent en apercevant le comité d'accueil qui les attendait, au lieu de la sœur accroupie qu'ils s'attendaient à intimider. La vue des gardes de sécurité en uniforme et de mon avocat sembla leur couper le souffle un instant. Derek fut le premier à reprendre la parole, croyant encore naïvement pouvoir se sortir de ce désastre grâce à ses habituelles manœuvres de manipulation. Il s'avança, les mains levées dans un geste d'apaisement, tentant d'esquisser un sourire qui ressemblait davantage à une grimace douloureuse. Il lissa sa veste de smoking et dit d'une voix tremblante. « Valérie, écoute, les choses ont visiblement dégénéré ce soir, mais nous sommes une famille. Est-il vraiment nécessaire de faire tout un plat pour une simple erreur de carte bancaire ?» Je le regardai avec un mélange de profonde pitié et de dégoût avant de prendre une épaisse enveloppe Kraft sur la table. Je jetai les photos sur la vitre où elles s'étalèrent, révélant des images indéniables de lui en train de bronzer avec une jeune blonde. Ma réponse fut glaciale. « Tu appelles de la famille la blonde que tu as emmenée à Miami la semaine dernière avec mon argent. Elle fait partie de la famille, Derek ?» Derek se figea en contemplant les preuves accablantes de son infidélité, financée par celui-là même qu'il tentait de manipuler. Son visage devint blême lorsqu'il comprit que ses vacances secrètes n'étaient plus un secret. Sabrina poussa un cri d'horreur et arracha les photos de la table, les yeux écarquillés. Elle réalisa que son mari, qu'elle croyait parfait, n'était qu'un parasite de plus. Elle lança à Derek un regard de trahison qui éclipsa un instant sa colère envers moi. Mais je n'avais pas fini de briser leurs illusions. Avant que Sabrina ne puisse s'en prendre à Derek, M. Sterling s'éclaircit la gorge pour attirer son attention sur une question juridique plus urgente. Il ouvrit un épais classeur contenant des relevés de virements qui traçaient le flux d'argent de ses prétendus comptes caritatifs jusqu'à ses dépenses personnelles. Il parla avec l'autorité calme et intimidante d'un homme qui sait qu'il a tous les atouts en main. Il lui tendit les documents et déclara « Mademoiselle Sabrina, ce dossier contient des preuves de fraude financière concernant votre gala de charité. Nous avons retracé des dons transférés directement sur votre compte personnel pour l'achat de sacs à main et de bijoux de luxe. Si mon client porte plainte, vous risquez une peine de prison de 3 à 5 ans. » Sabrina pâlit instantanément, réalisant que la honte sociale laissait place à la prison. Son regard passa des photos de son mari infidèle aux preuves de ses méfaits, puis finalement à moi, le visage empreint d'un profond désespoir. Elle comprit que sa sœur, qu'elle avait raillée et exploitée pendant des années, avait tout vu. Je me levai lentement pour prononcer la sentence finale, celle qui allait rompre définitivement le lien toxique qui nous unissait. Je la fixai droit dans les yeux et lui dis « Sortez de chez moi immédiatement. Vous avez exactement 15 minutes pour rassembler vos affaires personnelles avant que je ne demande aux gardes de sécurité de tout jeter sur la pelouse. » Sabrina s'est effondrée au sol, en larmes, me suppliant de revenir sur ma décision car il n'avait absolument nulle part où aller en pleine nuit. Elle s'est agrippée au bas de mon pantalon dans un désespoir pathétique qui m'aurait touché il y a des années, mais qui maintenant me répugnait. Ses supplications se sont transformées en hurlements d'injures lorsqu'elle a compris que je ne bougerais pas d'un pouce. J'ai fait signe aux agents de sécurité d'avancer, ce qui a finalement incité Derek à se diriger vers l'escalier pour commencer à faire ses valises. Je les ai observés s'efforcer de sauver les vestiges de leur vie factice avec un détachement total tandis que le temps s'écoulait. Ils ont dévalé les escaliers en criant, se rejetant la responsabilité du désastre qu'ils avaient créé ensemble. J'entendais les valises s'ouvrir brusquement et les cartons s'entrechoquer tandis qu'ils tentaient d'emballer 3 ans de mensonges en 15 minutes. Le bruit de leur départ chaotique était la plus douce musique que j'ai entendue depuis longtemps. Quand ils descendirent enfin les escaliers avec leurs bagages, sous le regard vigilant des gardes, ils ressemblaient vraiment à ces êtres brisés. Je ne leur dis pas au revoir quand la porte se referma derrière eux, étouffant à jamais le bruit et le drame. 2 mois après que la tempête de cette nuit fatidique se soit enfin apaisée, une profonde paix m'envahit à nouveau, une paix que je n'avais plus ressentie depuis le décès de mes parents. L'énergie chaotique qui imprégnait mon quotidien avait fait place à une stabilité sereine que je chéris désormais plus que tout bien matériel. La magnifique villa méditerranéenne de Palm Beach trouva preneur presque aussitôt après sa mise en vente. Parcourir une dernière fois les couloirs vides de la maison me permit enfin de me libérer du poids de l'appréhension qui m'avait hanté pendant 15 ans. J'ai investi l'intégralité du bénéfice substantiel de la vente dans un fonds d'études strictement réservé à ma nièce Cassie. J'ai travaillé en étroite collaboration avec M. Sterling pour créer un cadre juridique solide autour de cet argent, afin que ni Sabrina ni Derek ne puissent jamais y toucher pour leurs besoins personnels. C'était mon dernier cadeau à la seule innocente de cette tragédie, car je voulais m'assurer qu'elle puisse échapper à l'influence toxique de ses parents à sa majorité. L'alliance superficielle entre Sabrina et Derek s'est effondrée, comme prévu, dès que ce soutien financier a été coupé et que leur train de vie luxueux a disparu.
Ils sont actuellement séparés et se dirigent vers un divorce amer, car leur relation était fondée uniquement sur l'avidité et non sur une affection sincère. Sabrina a été contrainte de déménager dans un studio exigu et délabré, loin de la chambre avec vue sur l'océan qu'elle occupait gratuitement. Elle travaille désormais de longues heures dans un salon de manucure local, où elle doit effectuer des travaux manuels pour rembourser les importantes dettes que je lui ai fait contracter en justice. Jag är resentlig och ett sentiment där justice är sant. Vetskapen om att händerna som en gång vägrade att bära en bricka med glas nu skrubbade fötter för att överleva. J'ai dit que je n'étais en morse avec moi que Brenda dans un peu plus d'un moment et que je l'ai utilisé pour le faire savoir officiellement sur ce petit chapitre. Brenda a passé sa main au bord du gouffre et s'est retrouvée à l'intérieur de sa maison pendant toute la décennie. Vous avez besoin d'un café pour vous aider à le faire, et j'insiste sur le sujet avec le plus grand soin pour vous aider. Une sonnerie de téléphone longue vous permet de vous occuper de votre téléphone ou de vous aider à manipuler votre téléphone à l'intérieur d'une ligne de téléphone pour la famille. J'ai déjà pris mon récurseur, je l'ai acheté et j'ai tout acheté, je suis encadré par l'homme qui s'occupe de mon compte bancaire. Ils ont alors besoin de travailler avec eux et de ne pas s'occuper de leur vie vitale avec l'établissement d'une grande richesse dans la famille. Att hjälpa familjen är en ädel dygd. Men när den hjälpen förvandlas till att möjliggöra otacksamhet och lathet, förstör till både dig själv och ex. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour votre travail sur votre propre respect, même de la ligne de sang. Sann kärlek kräver ansvarsskyldighet och ibland är det snällaste du kan göra att möta konsekvenserna av sina egna handlar. Tac est un Mickey pour tenter votre chance sur une minute de réponse avec une dernière réponse et plus de chance. Avez-vous commencé à creuser la situation dans votre situation actuelle en ce qui concerne votre famille et votre propre respect? Cela me permettra de découvrir la ligue personnelle et les perspectives et les commentaires juste après les avoir lus. J'espère qu'il y aura des vidéos et des numéros sur les canaux pour que les ménages soient complètes comme ça.